Bienvenue sur le podcast de l'association Buron des 4 Frères, Il était une fois au Buron. Notre association met en avant le patrimoine de l'Aubrac en réhabilitant les burons, ancienne maison de berger, où l'on fabriquait la fourme de l'Aubrac durant l'estive. Nous allons aujourd'hui à la rencontre des acteurs et actrices du territoire qui ont marqué et marquent encore par leur vie et leur engagement la belle région de l'Aubrac. Aujourd'hui, nous vous présentons Paul Fournier, originaire de Luc, au bord de la vallée du Lot. Il est l'aîné d'une fratrie de 9. À 15 ans, après ses études, il passe quelques mois à Paris, puis revient sur l'Aubrac pour travailler au Mazuc durant 15 années, du 25 mai au 13 octobre. Roule à ses débuts, il terminera quant à l'Est. Après son mariage en 1965, il deviendra gardien de troupeau sur le plateau, laitier à la ferme de Montorzier, ou encore participera à la création et au fonctionnement de la station de ski de Bramelou. Il va avoir 90 ans. Paul partage volontiers ses souvenirs dans ses livres, mais aussi à ceux qui le rencontrent. Il nous a reçus chez lui à bord, dans la convivialité de la cuisinière à bois chauffant le salon. Dans ce premier épisode, nous évoquerons l'histoire de la famille Fournier, du Buron, la vie sur le plateau, l'hiver à la station de ski ainsi que les veillées au coin du feu. Bonne écoute. Et moi, je suis né un peu plus bas à Luc, ça s'appelle. C'est entre Prades-l'Aubrac et Saint-Geniès. Et par contre, c'est dans la commune de Castelnau-le-Mandagne. C'est bizarre, le village où je suis né. Les Fournier donc, sont originaires de Castelnau-de-Mandaille, la famille Fournier. Nous, oui, de Luc, exactement. Mais on était originaire de... l'origine, la base, c'est à Lozère, à Rietor-d'Aubrac. Et Marchastel, tout ça, oui, c'était l'origine des Fourniers. Puis il y en a, ça c'est la famille s'est éparpillée, il y en a un qui est venu aux Elfrus, à cause de Bonneforne, que vous connaissez. Et des Elfrus, après ça a bifurqué à droite, à gauche, voilà. Puis il est né de 9, et on ne reste plus que 4. Eh oui, il y en a 5 qui sont partis. Est-ce que c'est ça, vous étiez donc, combien de frères et sœurs? Il y avait 6 garçons et 3 filles. Oui. Et sur les 6 garçons, 5, on a été buronniers. On aurait pu faire marcher une montagne assez importante. Entre frères. On a été buronniers. Mon frère, le dernier buronnier, Jean, d'ailleurs il s'en est parlé sur les journaux, là, il est décédé au mois de mars, fin mars cette année. Oui. Et puis au Théron, c'est le Théron de Montorzier qui s'appelle, le Théron. Il a passé toute sa vie, lui. 45 ans de bureau. Et vous, combien d'années? Moi, j'ai fait 15 ans à la fabrique du fromage. Et puis 30 ans comme surveillant de troupeau sur l'Aubrac. Parce qu'il fut un temps, après quand la traite s'est arrêtée, les veaux étaient avec les vaches. Alors, bon, mais il fallait quand même un troupeau de 100 ou 120 ou 130 bêtes. Et les propriétaires ne montaient pas du cosse pour venir le voir, les bêtes. Alors ils embauchaient quelqu'un. Et moi, je faisais ça, je surveillais 2 ou 3 montagnes, 2 ou 3 pâturages. J'ai eu jusqu'à plus de 600 bêtes sous ma responsabilité, entre vaches et veaux. Ah oui. Et vous les connaissiez toutes? Ah oui, il fallait connaître. Par une? Ah, il fallait les connaître, oui. Il fallait savoir à qui elles étaient. Parce que le plus petit veau qui montait, le 25 mai, il fallait qu'il descende le 13 octobre. À l'époque, c'était comme ça, les dates. C'était le soir du 13 octobre, vous n'avez pas vu un buronnier ni une vache sur l'Aubrac. Tout le monde était parti. C'était comme ça, c'était... Oui. Et alors, donc, votre famille, c'est une famille de buronniers, oui, de père en fils? Mon père aussi a été buronnier, un peu, mais pas beaucoup, parce que son père était décédé jeune, et lui, comme il était aussi l'aîné de la famille, il a fallu qu'il aide sa mère à élever les autres. Oui. Et votre grand-père aussi a été buronnier?
Oh, ils ont été buronniers tous dans la famille depuis X temps, oui, oui, ah oui. Et alors, vous avez eu des histoires à l'époque des buronniers dans les burons de Motte, notamment ou les... Les buronniers, là, non, ils n'ont pas connu, on n'a pas connu ça quand même. Les burons tels que la génération soit de mon grand-père ou mon père, ça va parce que les anciens burons creusés dans un tertre et couverts de branches ou de mottes de terre, c'est déjà plus ancien. Ça, hein. Ça a été un des premiers burons d'ailleurs, dans l'Aubrac, ça, ces burons-là, ce genre de burons. Et je me demande les conditions de vie dans ces trucs, dans ces trous. C'était des trous. Et oui. La vie ne devait pas être bien facile. Et pour dormir le soir, ils avaient un tas de paille ou de feuilles et ils dormaient là-dessus. Et, voilà. Et le fromage qu'ils faisaient, sans doute, c'était plutôt pour leur consommation. Ils ne pouvaient pas faire bien du fromage. Qu'est-ce que vous voulez faire dans un trou en terre? Et quand il pleuvait, que l'eau y allait. Et après, il s'est construit les bureaux en pierre. Mais ce n'est pas tellement vieux, là. Vous l'avez sans doute étudié, ça. La date des bureaux, à peu près, de l'Aubrac. Moi, j'avais vu après la Révolution. Oui, voilà. C'est là où les montagnes se sont vendues et, voilà. Et il a fallu les rentabiliser. Et chacun a... Oui, il y a des propriétaires qui ont acheté. D'ailleurs, les murettes qu'il y a, elles existent à cette époque-là aussi. Certaines. Puis il y en a qui existaient peut-être avant, mais vous savez, les murettes. Parce que moi, j'ai connu l'Aubrac sans un barbelé. J'ai connu l'Aubrac. Oui. Sans un barbelé. Alors, ce qui délimitait les pâturages, c'était une draille, c'est un chemin, un ruisseau, une grosse pierre. Là, on est chez le voisin après. Parce que les vaches, on leur faisait faire le tour de la montagne, la zégade, on appelait. Et on les gardait toute la journée. Quand elles avaient, le matin, ils partaient à 10h du parc à peu près. Et le roule, le jeune, lui, c'est lui qui les faisait partie. Et le pâtre, le deuxième après le cantalet, quand il avait fini de presser la tome, il allait aider au roule. Et il faisait manger une largeur de 100 ou 100 mètres tout autour de la montagne. Parce que là où les vaches allaient manger le jour, n'allaient pas la nuit. Et c'est ça qui séparait les troupeaux. Parce qu'il n'y avait pas de barbelé, il n'y avait pas le clôture électrique, n'en parle pas. Mais ça, c'est trop moderne, ça. C'est pas beau, d'ailleurs. Et donc vous avez commencé en tant que buronnier à quel âge? J'avais 15 ans. J'étais un grand, moi, par rapport à cette... Parce qu'il y avait des gamins de 10, 7, il y en a même eu à 7 ans, 7, 8 ans, 10 ans, 10, 12 ans. C'était courant, hein, 10, 12 ans. D'être roule? Ah oui. La vie était dure quand même pour les jeunes. Puis les burons, terre battue, les lits, la paillasse, la paillasse avec la paille, ou des feuilles de chêne, de hêtre, pas de chêne. Et sur le toit, quand il pleuvait, on entendait, on avait la joue presque à côté des tuiles, là, de la volige, on entendait la pluie qui tombait. Là, mais on laissait faire, là, on disait on est au lit, ça va, là, au lit. Mais au parc, c'était pas pareil, quand on gardait les bêtes. Il fallait y rester, on ne pouvait pas abandonner les bêtes. Orage de grêle, éclair, tout coup de tonnerre, il fallait rester, garder le bestiau. Parce que les vaches seraient parties avec les veaux. Parce qu'il n'y avait pas une pâture pour les veaux et une pour les vaches. Non. Le raisonnement, c'était que ça. Les buronniers, ils n'ont qu'à courir, qu'à trotter. Et faire attention de ne pas mélanger que les veaux n'aillent pas téter les vaches, parce qu'alors, le cantalet, il aurait été furieux. Il n'y avait pas de lait si les vaches avaient été tétées. Et là, c'était ça, le cantalet, il était jaloux, c'était un honneur à lui de faire le maximum de fromage. Du coup, les veaux étaient parqués
C'est ça, des Ah, parcs, et la nuit. La nuit. Oui, la nuit, les veaux étaient dans le parc. Et le jour, ils étaient dans la montagne. Mais c'était le vésélier qui les surveillait. Et le troupeau était libre, il n'y avait pas de clôture. Il fallait regarder que ça ne se mélange pas, quoi. Et vous les sépariez avec des clés de hêtre? Ah, le parc était fait avec des clés, oui, des clés de hêtre, ou ambre, de hêtre, beaucoup de hêtre. Et les rames, il fallait aussi les rames. Les rames, c'était les tiges de bois qu'on tressait, qu'on mettait pour faire de l'abri. Et il y avait combien de clés en tout dans un parc? Oh, dans le parc, il y avait au moins une vingtaine, le minimum, au moins une vingtaine de clés à ramer et 22, 23 devant, quoi, à peu près, pour le faire bien. Et les clés, quand elles étaient mouillées, c'est lourd, hein. Moi, j'avais que 16 ou 17 ans, et une année, il avait plu de la Saint-Jean, du 25 mai jusqu'à la Saint-Jean, tous les jours. Et tous les jours, il fallait changer le parc de place, parce que c'était embrouillé devant, on ne pouvait pas traire les vaches là-dedans. Et j'avais l'épaule là qui s'était blessée, je mettais le béret pour protéger la barre là, qu'on apporte, l'aiguille, une aiguille. C'était une frange fourchue un peu au bout, pour tenir les clés. Il fallait mettre ça là, quand on mettait Et il était fait en demi-cercle, le parc. En demi-cercle parce que alors le dos du cercle était face au vent. Voilà. C'était toute une technique. Ça, c'était le parc à Traite. Oui. Il y avait aussi le parc à Vaux la nuit, c'était à côté du bureau. Ah, c'était le même. C'était le même parce que parfois à Rigambal, par exemple. Dans il y le avait- Cantal, il faisait coucher les veaux au-dessus du bureau, sur la voûte, là. C'est tout à fait différent. C'est différent. Mais il y a aussi, par exemple, à Rigambal, il y a des burons qui sont entourés avec Des des murettes. clôtures en bois. Ce qui était fermé, clôturé à côté du bureau, c'était pour mettre les cochons. Ah, pour qu'ils puissent sortir. C'était le parc à cochons parce que les vaches n'aimaient pas les cochons. Hein. Et je voulais vous demander, parce que je m'intéresse beaucoup au vent, là on sort d'une tempête en Bretagne, il y a en commun avec l'Aveyron, c'est que c'est un socle granitique et puis également basaltique en Bretagne, c'est intéressant, mais le vent me passionne, il y a les cires, il y a la burle. Quels sont les vents que vous avez dont vous vous souvenez, mais quels étaient leurs noms? Je crois qu'il y avait les cires Ah oui, notamment. les cires, c'était on l'appelait aussi la tourmente. Ah oui. Quand la tourmente, c'était souvent le vent du nord, la bise, C'est on ça. appelait. Voilà. La bise. La traverse, c'était le vent de la pluie, celui de nord-ouest. D'accord. L'automne, c'est le vent du midi, l'automne. Et le soulèvre, c'était le vent d'est. Il était froid, celui-là, froid et sec. Le vent de... Et la burle? La burne, c'était un supplément du vent, de la tempête. D'accord. Oui, on l'appelait, il y en a qui l'appelaient la tourmente, l'autre la burne, l'autre la bise, les cires. Voilà, oui. Il y avait plusieurs. Non. Et le vent du sud, il s'appelait comment? L'automne. Le vent du midi, ils appellent le vent du midi maintenant, les jeunes. Vous avez connu de violentes tempêtes? Pas Pas de fort, souvenir. non, pas fort, non. Et vous leur parliez en occitan? Ah oui, 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 hein. oui. Ah Elle oui. comprenait. Ah oui, toujours en occitan. D'ailleurs, avec ma femme, on parle que comme ça, d'ailleurs. On parle jamais français, jamais. Si, surtout quand on respecte. Pas le français. Oh, lo tengo miedo. Et alors, moi je voulais savoir pourquoi il y avait des cochons au bureau. Et le petit lait, parce que quand le lait était caillé, on le brisait le cahier, et le petit lait montait dessus, le sérum, quoi. Et on le balançait pas comme ça, on passait à l'écrémeuse, et on faisait du beurre avec la crème du petit lait, parce que dans les bureaux, le beurre était fait avec la crème du petit lait, non pas du lait, du petit lait. C'était un beurre un peu
un peu aigrelé, si on m'a parlé, mais il était très bon, il était naturel. Mais vous savez, il ne coulait pas, à l'écrémeuse, il ne coulait pas gros, comme un fil de laine, ça coulait à peu près, la crème. Alors il en fallait, pour faire 1 kilo de beurre, il en fallait déjà pas mal. Et après, une fois écrémé, il allait dans des baquets, on le mettait dans des baquets et on le donnait au cochon. C'est pour ça que tout était comment dirais-je, rien n'était jeté. Rien n'était jeté. Et vous en aviez combien de cochons, par exemple? Ah, il se comptait un cochon pour 10 vaches. Voilà, ça c'était là, comme ça. Et qu'est-ce que vous en faisiez des cochons après? Oh, il partait à quelque part où il ne revenait plus. Oui, oui. Et ils étaient recherchés parce qu'il y en a qui, ces cochons, des fois, ils n'étaient pas gros, encore gras. Comme, c'était des cochons que, des fois, en fin d'estive, quand ils faisaient 110, 120 kilos, c'était déjà... Et alors, il y a des personnes qui les prenaient pour l'achever de les engraisser avec des patates, des carottes ou des betteraves. Et ils achevaient de les engraisser, qu'ils fassent au moins pas loin de 200 kilos pour la consommation familiale. Il les tuait en hiver. Il les tuait en hiver. À cette époque-là, le mois de décembre, c'était la tuerie des cochons. Voilà. Oui. Mais alors l'hiver, vous travaillez où alors? L'hiver, quand on avait soigné les bêtes, ici, nous, à bord, on était une quinzaine, on a travaillé à la station de ski de Bramelou. Là, moi j'ai passé 26 saisons là, alors, dans la forêt d'Aubrac. On me dit comme des sauvages à l'eau. J'étais au Babi, au télébabi, moi. J'apprenais les gamins à monter au téléski. J'ai passé 26 saisons là, dans la forêt d'Aubrac. Et dire que maintenant, ça baisse. C'est pas. Les stations de ski, je vois que. J'ai travaillé à couper les premiers arbres pour faire des pistes à Bramelou. À bord, on était 7-8 au début. Puis on était jusqu'à une quinzaine à y travailler à la station. Parce qu'une station de ski, souvent, c'est le village le plus proche qui a priorité pour l'emploi. C'est ce qui était arrivé ici à bord, on était les plus proches de Bramelou. Et bon, c'était... À l'époque, il y avait du monde, le monde jeune. Puis alors, on travaillait un peu l'été, parce que l'été, la première fois, il n'y avait que 2 téléskis. Il y en a eu jusqu'à 9 à Bramelou. Et alors, en été, des fois, ils mettaient un ou 2 téléskis supplémentaires. Et alors, il fallait déjà faire une piste, créer une piste à travers la forêt. Et l'implantation des téléskis aussi. L'implantation des téléskis, ça embauchait des gars, quoi. Et vous aviez appris à skier? Ou quelque peu, mais moi, j'évitais d'y aller trop parce que je ne voulais pas me casser une jambe. Après, c'est vite arrivé. Il y en avait des fois qui partaient sur le brancard. C'était pas bon, ça. Et comment vous faisiez pour damer les pistes? Au départ, il n'y avait rien pour damer. Chacun damait avec le ski. Après, il y a eu des rouleaux en bois, qui avaient un brancard devant et un autre derrière. Alors, il y avait un skieur devant et un skieur derrière. Et alors, avec le téléski monté en haut, et il descendait avec le rouleau en bois qui damait la piste. Bon, et puis quand il était en bas, il fallait remonter, parce que le rouleau, quand il avait fait 2 mètres de large, c'était tout, quoi. Et puis, alors après, il y a eu les ameuses. Quand il y a eu une ameuse, c'était pas pareil. Ça changeait tout, quoi. Mais on avait débuté quand même complètement à la base, quoi, comme avec trop rien, quoi. Et Paul, vous n'aviez pas d'animaux ici, dans la ferme familiale? On avait une quinzaine de vaches, hein, notre petite ferme. On avait une petite ferme. Et c'était vos parents qui s'en occupaient, votre papa? C'était ses parents, à elle. C'est la ferme, c'est elle qui est originaire d'ici. On allait à l'école à Prades. Ouais.
À pied? Non, on était en pension, après. En pension à Pernod. Parce qu'il y avait 6 ou 7 kilomètres de la maison natale. Alors, oui, on était en pension, c'est comme ça. D'accord. Et dans ta jeunesse, tu as connu le loup? Hein? Tu as connu le loup sur l'Aubrac? Le loup, non, mais je me rappelle quand même que quand le pégorier de Salgues a tué le loup. Vous le savez, ça. Une ferme dans la Lozère, là-haut. Après, en allant vers Bonnecombe, il y a une ferme qui s'appelle Salgues. Il y avait un pégorier de Salgues, il était en photo même avec le loup tué. Alain Pégorier? Oui, il s'appelait Pégorier, oui, je ne sais pas comment son prénom. Mais toi, tu n'as jamais croisé le loup sur Non, l'Aubrac? mais mon frère l'avait vu, mon frère le bureaunier, qui est celui qui est décédé ce printemps-là. Et lui, il était là-bas à côté de Bonnecombe, une montagne, à Chantecoin, ça s'appelle. Oui. C'est pas loin du Maillevio. Oui. Et il y a une forêt là dans la cuvette. Et dans cette forêt, il avait vu le loup plusieurs fois, mon frère. Il l'avait vu, oui, oui. Mais à l'époque, le loup, il entrevoyait une clairière, et puis c'était fini. Et le gars, il fuyait, quoi. Il mangeait pas les veaux? Non, non, ils n'avaient pas de dommages, non, non. Parce qu'en plein été, ils trouvaient quand même à manger, sans doute. Assez. Non, non, il n'avait pas eu de dégâts, jamais. Vous pourriez nous parler des veillées? Oh, les veillées. Comment se passait-elle? Il y a des Il y chants? avait les veillées, mais les veillées... Ici, nous, on n'était pas très veillés. On jouait aux cartes. Oui, aux cartes. Et puis, quand ils se tuaient le cochon, c'était la fête. Les voisins, on invitait les voisins, tout ça. Alors, bon, ce jour-là, il y avait un bon repas. On mangeait de la viande fraîche. On buvait un bon coup de vin. et après, il y avait un peu la goutte. Et puis, bon, le soir, quand ils pendaient les saucisses, on aidait les femmes à pendre les saucisses au plafond, la perche à la saucisse. Tout le monde était content. Ouais, ils avaient passé une bonne journée. Quand on tuait le cochon, il y avait 3 jours de fête. Oui, voilà. Il y avait le jour où on le tuait. Le lendemain, on faisait les fritons, et le surlendemain, les fricandeaux. Ça, c'était comme ça. Voilà. Et on s'invitait entre voisins. Viens goûter les miennes, viens goûter mes fricandeaux, viens goûter mon friton. Et allez, les femmes, entre voisins, ça, on n'invitait pas tout le village, mais entre les voisins les plus proches, c'était ça. Et chacun faisait pareil dans le village. Et eux, quand ils le tuaient, ils faisaient pareil, nous invitaient. C'était ça. Alors, dans la saison d'hiver, on allait aider à tuer le cochon à 5 ou 6 personnes, ça dépendait, 5 ou 6 maisons. Il y a des maisons où on n'y allait pas, parce que c'est pas qu'on était fâchés, mais on n'y allait pas, c'était une coutume comme ça, quoi. C'est la fin de ce premier épisode. Ce podcast vous est présenté par l'association Buron des 4 Frères. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à réserver une nuit dans l'un de nos burons. Merci pour votre écoute et à bientôt sur l'Aubrac.